compris, hein, les 3 groupes de travail vont prendre la parole et on démarre tout de suite avec le groupe de travail sur la digitalisation des catalogues avec une présentation de Raphaël Lefebvre. Bonjour Raphaël. Merci Jérôme. Bonjour à tous. Merci Fabien pour cette introduction. Donc moi, ça fait 11 ans que je travaille sur le sujet. J'ai passé 6 ans chez Bonial avant de rejoindre Meta, où je travaille aussi beaucoup en transverse sur le sujet de la digitalisation des prospectus. Donc c'est un sujet qui m'anime beaucoup, malgré un nom un peu brut de décoffrage. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. Et donc on a lancé fin d'année dernière le GT en gros sur cette digitalisation du prospectus. Donc il est encore naissant. Vous avez vu, il y a un certain nombre d'entreprises qui participent au GT, puis on en cherche toujours d'autres, bien sûr, pour faire évoluer les débats. Mais voilà, on a quelques projets qui sont prévus. Le contexte, Fabien, tu l'as déjà bien précisé. Sur les facteurs conjoncturels, pas mal de modifications déjà. Sur les usages, alors c'est un chiffre qui date de 2022, mais on avait fait une étude avec YouGov en tant que méta. Et donc du coup, on posait la question en leur mettant sous les yeux un PDF où on tourne les pages et à côté un truc un peu plus dynamique où on scrollait, on swipait, il y avait des catégories produits, etc. Et on avait quand même 56% des Français qui disaient « moi je préfère la version PDF où je tourne les pages ». Donc c'est pas par hasard, c'est qu'en fait on a un historique, ça fait des dizaines d'années que ce prospectus on le distribue, il y a des usages qui se sont créés, et donc du coup derrière ça se reflète aujourd'hui encore dans la manière dont les consommateurs retrouvent les offres sur le digital. Et donc du coup, ce PDF, il a encore quelques jours, quelques belles années devant lui, c'est une certitude. Et surtout, il est assez facile puisque c'est une reproduction de ce qui existe en papier. Donc les directeurs de magasins, les directeurs d'enseigne, même les marques, des fois s'y retrouvent un petit peu parce que il est facile à mettre en place. C'est du plug and play. Quand on se parle derrière des évolutions technologiques qui sont déjà en train de gagner le marché sur l'IA, bien sûr, mais sur tout simplement aussi la capacité à générer des flux et donc du coup à pouvoir utiliser l'offre de manière beaucoup plus intelligente, effectivement c'est déjà une réalité. Par contre pour sa mise en place, on le voit bien du côté des enseignes, c'est quelque chose qui est très chronophage, très très long. Donc on est sur 2 vitesses, c'est important à avoir en tête. Le PDF, on le voit d'ailleurs sur la plupart des sites des distributeurs, Leclerc est un bon exemple. On a ce qu'ils appellent le PAF, le prêt à feuilleter, on a à côté la mosaïque, la version un peu plus moderne de lecture. Donc c'est ce que disait Fabien, on va être concentré sur ce GT, sur comment exporter une expérience papier où la lecture est longue, où on laisse le téléphone de côté, on passe 2-3 minutes dans sa cuisine à lire un prospectus qui contient parfois jusqu'à 300 produits, à quelque chose de beaucoup plus rapide. Le livre blanc qu'on rédigera, globalement, il a l'objectif aussi de parler de tout ça. La définition de la digitalisation du prospectus est quand même importante. C'est une immersion, la lecture d'un prospectus papier. Des flux, des produits, le digital n'a pas attendu la digitalisation des prospectus pour les diffuser déjà. La question, c'est plus comment est-ce qu'on va réussir à garder l'attention de l'utilisateur. Sur un prospectus papier, ça peut être 2-3 minutes. Sur le digital, sur un mobile en particulier, garder l'attention 20 secondes d'un utilisateur, c'est déjà beaucoup. Donc du coup, en gros, on peut imaginer aussi que lorsqu'on dépensait 5 à 10 centimes pour un prospectus dans une boîte aux lettres, demain, en fait, ces 5 ou 10 centimes représentent peut-être 30, 40, 50 affichages, 3-4 vidéos vues, etc. Donc, on a un équilibre qui change, qui est complètement différent. On a une expérience qui change. Et donc, du coup, aujourd'hui, cet accompagnement, il va être de ce GT et puis de tout ce qui arrive, de toutes ces entreprises qui œuvrent, en fait, pour cette digitalisation. Il va justement être dans comment trouver cette expérience qui captive l'utilisateur, ce fameux hook aussi des 3 premières secondes, comment est-ce qu'on attire l'attention et puis comment est-ce qu'on la garde. Donc il y a ce projet de livre blanc, donc ça y est, on accélère le rythme de ce GT, on se voit tous les mois, on est nombreux à travailler dessus, on a bien sûr prévu de travailler sur une cartographie aussi pour parler de toutes ces entreprises qui bossent sur le sujet, et puis on ne va pas se priver non plus d'organiser quelques événements et de tables rondes avec des distributeurs, avec des marques, parce que ce sont bien sûr des sujets qui alimentent, enfin qui touchent à ces 2 familles d'acteurs. Voilà pour la présentation du GT. Je pense qu'on peut passer à la suite, Jérôme. Merci Raphaël, on peut l'applaudir. Et Raphaël va rester sur scène avec nous pour la table ronde sur la digitalisation des catalogues, et on va inviter également Rodolphe Bonas et Guillaume Pfeffer à nous rejoindre sur scène. Bonjour à tous les deux, installez-vous.
Alors on va démarrer peut-être par un premier tour de présentation. Rodolphe, bonjour. CEO d'Aristide Retail Tech, je rajoute Retail Tech à la fin. Je crois que le sujet des catalogues vous est très familier. Est-ce que vous pourriez présenter votre activité? Oui, tout à fait. Donc nous, on a une plateforme technologique qui pilote les flux promotionnels chez les grands distributeurs, plus particulièrement les distributeurs alimentaires. Donc on est au début de la chaîne, c'est-à-dire au moment de la conception du plan d'action commerciale pour aller jusqu'à la fin de la chaîne, c'est-à-dire la mise à disposition de ces fameuses données promotionnelles qu'on retrouve après affichées dans des inventaires comme ceux de Meta par exemple. Donc on est au cœur de cette transformation du digital. Alors pour démarrer, je voulais juste revenir sur un vocabulaire et je pense qu'il est important quand on parle de digitalisation, particulièrement sur la promotion commerciale, d'essayer de quitter une sémantique qui est le mot du catalogue. Désolé, hein, mais pourquoi? Parce que finalement, je pense que on va de plus en plus finalement basculer dans le monde de la promotion commerciale. C'est-à-dire de quoi parle-t-on en réalité? C'est que il y a bien un support, hein, un média qui est en train d'être lourdement challengé, mais toujours au profit d'un dispositif commercial qui est la promotion commerciale. Et donc déjà, si nous, la petite collective du métier, on était tenté vis-à-vis de tous les intervenants et plus particulièrement des clients de dire attendez, on parle pas de catalogue, on parle de promotion. L'enjeu c'est ça. Et comme on sait que la promotion fait le commerce, c'est un enjeu absolument crucial. Voilà. Merci pour cette Voilà, j'ai été un peu plus long que prévu, mais bon. Voilà. Quelques références, peut-être quelques chiffres sur votre activité. Nous aujourd'hui, on travaille plus particulièrement sur les acteurs de l'alimentaire. Donc on a un peu plus de 75% de part de marché, donc Auchan, Leclerc, Système U, Intermarché, Carrefour. On est présent aussi à l'international, donc pour donner un métrique, on gère l'équivalent de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires promotionnel pour le compte de tiers. Voilà. Très bien, donc on va écouter attentivement ce que vous allez nous dire. Je ne sais pas. Guillaume Pfeffer, Head of Digital Planning et Optimisation chez GroupM. Alors GroupM, évidemment, une des plus grandes agences du monde. Est-ce qu'on peut évoquer peut-être ce que vous faites en France et notamment dans le Drive to Store? Comme le disait Rodolphe, on accompagne nos marques à digitaliser le catalogue, mais pas que. Moi, j'aime bien aussi changer le wording et dire c'est plutôt comment on remplace le prospectus papier et pas nécessairement repasser par le catalogue qui est juste un moyen et pas un objectif en tant que tel. Et donc nous, c'est notre position. Je suis exactement comme sur les chaises, je suis entre Aristide et les régies. Je recommande à nos annonceurs le choix des technos, le choix des régies, l'orchestration, voilà, tout ça pour le groupe Média Groupe M. Et donc moi j'ai un rôle un peu transverse où j'accompagne les clients des différentes agences du groupe sur tous les derniers sujets digitaux. Donc là, c'est le catalogue, mais aussi le cookie-less. Voilà, je suis censé être à la pointe pour nos clients. On peut donner également quelques références? Tous ceux du groupe, donc il y en a énormément, mais du Ikea, du Burger King, du Aldi, voilà, plein de différents annonceurs comme ça. Très bien. Raphaël, donc on change de casquette, hein, à la fois en charge du GT digitalisation des catalogues, mais également client partner et lead on circular digitalisation, c'est ça chez Meta. C'est quoi exactement ce périmètre? On aime bien s'exprimer en anglais chez Meta, mais digitizing print, c'est un peu la manière de dire on digitalise les prospectus en anglais. Donc effectivement, moi je suis dans l'équipe retail où j'accompagne des gros annonceurs dont font partie Leclerc, Aldi, Lidl, etc. Et en parallèle, j'appuie pour toute l'équipe ce sujet de la digitalisation des prospectus en interne. Donc en gros, on est un média de masse. On touche 40 millions de personnes sur Facebook et sur Instagram aussi. Donc 30 millions par jour. Bon, vous connaissez les chiffres. L'objectif, et quand on fait de la pub sur nos plateformes, il y a plein d'objectifs différents. Ça peut être de la notoriété, ça peut être du trafic, ça peut être de la vente en ligne, etc. Et donc, utiliser et comprendre comment on peut mettre nos plateformes à disposition pour le sujet de la digitalisation des offres et des prospectus, il faut fouiller un peu, il faut remodeler un petit peu l'offre pour la présenter autrement. Donc ça, c'est typiquement le genre de travail que je fais en plus de mon travail normal chez Meta. Voilà. Très bien. Alors, on va
avoir une conversation entre nous sur ce sujet-là. Une première question peut-être sur WePub, Rodolphe. On parle depuis de nombreuses années de la digitalisation des prospectus. Michel-Édouard Leclerc en parle depuis peut-être au moins 10 ans. Même plus que ça. 15 ans, mais l'arrivée de WePub, ça fait quoi, 18 mois maintenant? Est-ce que ça a été une sorte d'accélérateur, un déclencheur pour réellement numériser ces formats? Oui, c'est assez frappant de voir que finalement, moi je travaille depuis 30 ans pour la grande distribution et ça fait 30 ans que j'entends dire que le catalogue papier c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, et de constater que chaque année les investissements publicitaires destinés à ce média augmentaient. Ce qui est intéressant avec WePub, c'est que finalement la collective, c'est-à-dire vraiment les filières métiers, ont saisi l'opportunité non pas d'essayer de contrer WePub, mais clairement d'en faire une opportunité pour basculer dans un autre monde. Et ça, pour deux raisons. La première, c'est que concomitamment, il y a eu aussi quand même une augmentation assez significative de la matière première papier. Donc là, une hausse l'inflation sur les prix. Ils se sont retrouvés dans un dispositif un peu en ciseaux. Et de l'autre côté, ils se sont dit, mais attention, et d'ailleurs, beaucoup ont parlé dans les médias, je ne sais pas si vous avez lu tous ces articles-là, dans lesquels ils ont dit, non, mais pour nous, le WePub, c'est une opportunité, et il n'y a pas un seul distributeur qui, en sortie de caisse sur les zones WePub, a donné des stickers à leurs clients en disant, tiens, mettez ça sur votre boîte aux lettres pour qu'on continue à vous distribuer les catalogues. Donc tout le monde a enclenché un pas en disant, c'est la fin du dispositif, saisissons cette opportunité pour basculer dans le digital et essayer de faire en sorte aussi qu'on baisse aussi nos budgets. Parce qu'il ne faut pas se tromper, les distributeurs ont aussi des enjeux économiques assez lourds et pour eux, la digitalisation, c'est plus de performance, mais une performance aussi qui doit être économique, pas que commerciale. Guillaume, WePub s'est limité à quelques zones géographiques à travers la France, mais malgré ça, vous avez vraiment senti un avant et un après avec vos clients? Oui, on travaillait déjà sur le sujet, par exemple sur Ikea, qui distribuait à l'époque des énormes catalogues qui ont très fortement réduit, fait des tests sur des zones. Comme le disait Rodolphe, c'est une opportunité. Il y a certains annonceurs où on crée des stratégies et on en profite pour faire des tests entre les zones où il y a le WePub, le Stop Pub et des zones classiques. Mais c'est tout un... Il n'y a pas que le WePub, c'est un accélérateur, mais il y a les tarifs, il y a la conscience écologique, il y a les arrêts des deux plus gros distributeurs de tracts. Voilà, il y a cette accélération, mais c'est un travail de fond qui existait déjà avant. Raphaël, même constat, un prétexte pour cette accélération? Non, même constat. On en a parlé pendant longtemps et là, il y a une réalité qui s'installe. Et donc, du coup, le fait que tous les acteurs suivent, on peut presque penser que c'est probablement irréversible. On lit encore de la presse sur certains qui y croient. Je ne pense pas que le prospectus va mourir dans le sens qu'il existera toujours en magasin. Ça reste un média qui est très puissant. Mais il y a des chances qu'il soit plus distribué dans les boîtes aux lettres de manière non adressée. Ensuite, il y a d'autres solutions encore. Et juste pour rebondir sur un point, nous on s'intéresse au marché nord-américain, plus particulièrement au marché canadien. Il s'avère que même s'ils ne sont pas dans les mêmes contraintes légales et environnementales que nous, ils sont quand même dans une démarche approchante. C'est-à-dire qu'ils sont aussi en train de se challenger sur le média. Alors, la première étape, Rodolphe, c'est évidemment de miser sur le catalogue digital, le PDF. C'est une étape obligatoire pour les retailers? Alors, disons que c'est la première marche. Et j'entendais dans ce qu'expliquait Raphaël tout à l'heure. En fait, ce qui se passe, c'est que la première étape, c'est en effet d'essayer de se dire, je vais essayer de reproduire l'expérience qui est opérée en boîte aux lettres dans le digital. Bon, il s'avère que c'est extrêmement compliqué. Je vais vous donner quelques tendances. Je parle de chiffres dans l'alimentaire. En gros, lorsque vous êtes dans un catalogue dit papier, vous avez un temps de consultation qui est entre 3 minutes 30 et 4 minutes 30 par consommateur qui va lire le catalogue. La puissance du dispositif, c'est que finalement, cet aspect de feuilleter un catalogue que vous avez en main va vous permettre de balayer entre 300 et 500 offres et de vous arrêter sur les 5-6 qui vous intéressent. La même expérience dans le digital, elle procure à peu près le même temps de consultation, sauf qu'on va s'arrêter à peu près en page 7 ou page 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, la fameuse offre qui est en dernière page de couverture dans un catalogue distribué en boîte aux lettres est un des trucs les plus puissants après la première de couvre. En revanche, dans le digital, dans ce mode de consultation, elle sera pas vue. C'est un four. Donc, résultat des courses, on est dans l'obligation, quand on bascule dans l'univers du digital, et on en parlera, de pouvoir non seulement faire cette étape du prêt-à-feuilleter ou du catalogue le page flip, mais aussi de restructurer ou réinventer le dispositif de consultation de l'offre promotionnelle en digital. On en parlera après.
Voilà. On peut en parler même maintenant. Ouais, Réinventer, ça mais consiste moi, à... je veux surtout que Guillaume s'exprime aussi sur le sujet, mais je reviendrai là-dessus. Bah, Guillaume, on peut l'évoquer. Ça consiste à quoi, en quoi à réinventer justement ce PDF? Alors, je suis assez aligné sur le fait que c'est la première étape, le PDF. Après, il y a la version un peu plus dynamique. Nous, ce qu'on regarde aussi en tant qu'agence média, c'est beaucoup les audiences. Et on voit que sur le prospectus papier, ça ne concernait pas aussi toutes les audiences. Et donc, on essaie de répondre en découpant souvent en 3 typologies de réponses, où il y a la version PDF classique qui ressemblerait à du prospectus, par exemple sur les plus seniors. Et on va aller jusqu'à complètement l'inverse, des nouveaux canaux, de l'influence, des choses comme ça pour les cibles les plus jeunes qui n'ont pas appris en fait cet exercice papier et qui cherchent pas nécessairement à le reproduire en digital. D'accord, donc le PDF, ça reste pertinent pour les populations peut-être les plus âgées, mais pour les populations plus jeunes, on peut se permettre de challenger le format. C'est pour ça qu'on a toujours une réponse multiple avec des acteurs du catalogue classique, des versions plus dynamiques grâce au flux par exemple, et voir des réponses médias qui sont complètement différentes que juste l'utilisation d'un catalogue. Raphaël, on a tous les formats sur Meta aujourd'hui? On a tous les formats. Et donc, je parlais des 2 vitesses, donc toujours le PDF parce qu'en fait, il est facilement actionnable. On peut répondre à la problématique d'arriver directement, d'éclater les produits et les thématiques qui sont dans le prospectus pour faire des visuels qui correspondent et renvoyer quelqu'un à la rubrique barbecue de la page 38 directement grâce au digital. Donc, on peut quand même optimiser déjà ce parcours-là. Ensuite, la deuxième vitesse, effectivement, la vitesse qui consiste à s'appuyer sur des flux, sur de la connaissance, elle est beaucoup plus longue. Et donc, dernier point là-dessus, c'est que il n'y a pas vraiment de chiffres encore là-dessus, mais on dit que les jeunes sont moins cliqueurs aussi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, et c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, on dépensait 8 centimes en moyenne, je crois, pour distribuer un prospectus dans une boîte aux lettres. Ça représente entre 30 et 40 affichages impressions sur 2 euros à 3 euros du CPM sur notamment les réseaux sociaux. Et donc, du coup, en fait, pour quelqu'un qui ne clique pas, on en revient un petit peu à la notion d'affichage publicitaire sans engagement. Et on sait mesurer l'efficacité qu'il y a derrière aussi. Donc, on a en même temps ce chemin qui nous pousse vers un parcours hyper affûté, personnalisé, etc. Mais il ne faut pas non plus oublier que l'affichage publicitaire, tel qu'il est à la télé, sur les 4x3, dans la presse, etc., fait déjà le job aussi. Donc, il y a quand même un équilibre global qu'il faut avoir en tête. Alors Rodolphe, on disait, WePub c'était un prétexte pour digitaliser les catalogues et les prospectus, mais cette digitalisation, c'est aussi un prétexte pour les réinventer en s'appuyant sur la data? Alors oui, c'est la bonne transition par rapport à ce que disait aussi Raphaël. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour arriver à challenger ce support et son efficacité, parce qu'elle n'est plus à démontrer, si ça fait 50 ans que les distributeurs distribuent des catalogues papier dans les boîtes aux lettres, c'est qu'ils ont trouvé quand même un intérêt, ils sont pas fous, hein. Eh bien, il va y falloir activer sur le digital 2 dispositifs. Le premier, ça va être de rentrer dans un dispositif très industriel dans lequel, en fait, nos parcours digitaux devront être interpellés par de la promotion commerciale. Et pour rebondir sur ce que disait Raphaël tout à l'heure, c'est que c'est assez frappant, encore aujourd'hui, à l'heure où on se parle, de voir que vous avez des dispositifs promotionnels qui sont très présents dans le offline, encore en radio, en 4x3 ou même encore dans les fameuses les PLV, les boîtes aux lettres, et que dans le digital, on a encore du mal à trouver dans nos propres parcours, c'est-à-dire dans les inventaires de Meta, des accidents ou des interpellations vraiment promotionnelles. Donc il va falloir que, si on veut arriver à challenger ce média papier, il va falloir en faire des millions de milliards pour venir réinventer nos parcours dans le digital où on va être interpellé par des promotions commerciales. Et puis le deuxième élément, bien sûr, il va falloir personnaliser, c'est-à-dire tenir compte de l'intelligence que peuvent proposer à la fois des agences comme GroupM ou bien comme les outils que pilote Raphaël avec les gens de chez Meta, pour arriver à se dire non seulement je suis capable de surimprimer et surexposer de la promotion commerciale, mais en tenant compte du profit de nos consommateurs. Et c'est bien l'équation de ces 2 dispositifs qui vont pouvoir arriver à fabriquer de la pertinence qui fera du trafic et du chiffre d'affaires en magasin. Concrètement, c'est quoi? C'est un catalogue sur mesure, individualisé, géolocalisé? Exactement. En effet, un catalogue, c'est une interpellation promotionnelle sur mesure, personnalisée, tenant compte des contenus locaux, parce qu'on sait que lorsque vous interpellez votre consommateur sur un dispositif personnalisé, vous multipliez par 2 ou par 3 le nombre de clics, et lorsque vous rajoutez du local, là, vous allez encore multiplier le nombre de clics. C'est-à-dire que s'il comprend que cette offre, elle est poussée parce que il est ce qu'il est, et que derrière, en plus, elle tient compte des impératifs du magasin qu'il fréquente,
alors vous avez maximisé vos chances de succès. Ça veut dire qu'on disrupte complètement la manière dont on construit l'offre promotionnelle aujourd'hui, parce que aujourd'hui c'est une espèce de tunnel où on fait un catalogue qui est vrai pour la France entière. Là, ça veut dire qu'il va falloir tout disrupter, tout déconstruire et reconstruire des expériences comme celles qui ont été évoquées tout à l'heure. Guillaume, hein, il faut tout reconstruire avec une approche plus individualisée et évidemment s'appuyer sur de la data. C'est ça. Alors nous, on a la chance chez GroupM d'avoir une entité qui s'appelle Choréographe, qui est une société qu'on avait rachetée, qui possède 28 millions d'individus, et on s'appuie beaucoup dessus pour la partie amplification. Alors aussi bien sur l'univers de l'annonceur avec du SMS, de l'emailing, mais aussi pour nos campagnes médias, pour pouvoir personnaliser la diffusion. Alors on voit aussi que l'inverse, la surpersonnalisation peut avoir un effet pervers. Par exemple, Meta interdit de cibler via le prénom ou des choses comme ça, donc on n'a pas besoin d'aller jusqu'à là pour attirer l'œil. Mais oui, la localisation, c'est quelque chose de très fort. On voit les boosts de performance. Et après, bah, comme le disait Raphaël, rentrer par les catégories qui intéressent le plus, parce qu'une nouvelle fois, sur les 300 produits, en fait, il n'y en avait que 5 ou 6 qui pouvaient intéresser le client final. Donc nous, on essaye de jouer là-dessus, sur des flux, sur des technologies comme Aristide, pour automatiser et rendre scalable, pour dire, comme les Américains, la diffusion du catalogue digital. Raphaël, également un mot là-dessus, sur la data, évidemment, un sujet qu'on connaît bien chez Meta. Non, je vais rentrer par l'aspect créatif un petit peu, parce qu'effectivement, aujourd'hui, produire un prospectus, c'est un long process. Produire le digital, c'est un long process aussi. Donc, du coup, il y a des nouvelles habitudes qui vont se créer. Et puis, on peut peut-être différencier les opérations qu'on voit chaque semaine, elles très alimentaires, du marronnier, où en fait, on a des thématiques qui ressortent un petit peu tout au long de l'année. Donc il va falloir se poser la question, où est-ce que je mets de la force créative, où est-ce que je mets vraiment mon ADN de marque et je travaille des visuels assez finis, et où est-ce que j'industrialise un petit peu pour ensuite aboutir à de la personnalisation. Et j'aime bien utiliser le mot personnalisation inspirationnelle aussi, parce que en fait, il va falloir la surface d'un prospectus et la surface d'un mobile sont complètement différents. Donc, sur un terrain plus petit où on a moins d'attention, il va falloir le hook dont je vous parlais, c'est la capacité dans les 3 premières secondes à attirer l'attention. Et donc, du coup, il va falloir non seulement trouver ce hook, et en plus mettre du machine learning derrière pour afficher les bons trucs. Donc, et à côté de ça, il y a quand même les grandes opérations où on va continuer à faire de la créa. Donc, l'aspect créatif dans l'industrialisation de ce sujet est capital aussi. Alors, on va parler un petit peu des prospectives aussi au sujet du catalogue. On sent évidemment le rapprochement avec l'univers de la publicité. On sent aussi l'univers du retail média qui est proche, hein, puisque historiquement, le catalogue papier, c'est un format trade marketing. Rodolphe, comment vous voyez les choses évoluer dans les prochaines années autour de ce format ? Alors, c'est vrai que c'est un enjeu absolument majeur. Les retailers ont compris sur les dernières années que, en effet, le retail média était une opportunité fantastique pour eux d'arriver à monétiser l'audience qui était la leur. Donc, c'est vraiment une modification quelque part, presque d'une forme du business model. Et je pense que aujourd'hui, les choses sont encore assez cloisonnées dans le monde de la distribution, c'est-à-dire que le retail média, c'est un dispositif, la promotion commerciale, c'en est un autre. Et je crois que les deux vont venir se rejoindre. Se télescoper pas forcément se télescoper, mais en tous les cas venir fusionner lentement et doucement pour une raison très très simple, c'est que à un moment, finalement, la promotion commerciale est un accélérateur d'opportunités dans le retail média. Je vais vous donner alors quelques chiffres sur le retail média. C'est que 2023, le montant du retail média, je n'ai pas les chiffres précis, vous allez m'en excuser, mais c'est à peu près ça, c'est entre 25 et 30 milliards de dollars. La perspective 2026, c'est aux alentours des 70 milliards de dollars. Ça veut dire, et lorsque vous regardez les parts de marché du retail média aujourd'hui, c'est grosso merdo à peu près 70-75% Amazon qui capte ce business. Ce qui est assez frappant, c'est de voir que c'est en forte croissance et que finalement l'acteur qui capte le plus la valeur, c'est celui qui est en mesure finalement de monétiser son audience du début jusqu'à la fin. Donc ça veut dire que le défi des retailers de demain, c'est de s'équiper et de s'outiller de la même manière pour pouvoir arriver à monétiser et venir challenger un opérateur comme Amazon. Et c'est bien le défi
de sociétés comme Walmart, Carrefour, Leclerc, Intermarché, Système U, je ne vais pas tous les citer, mais on pense à tout cela. Et c'est le défi aussi, sans doute, d'accompagner les clients comme le fait Guillaume et aussi Meta. Donc, vous voyez que on est là à l'aune vraiment d'une bascule de modèle et de l'ajout d'un dispositif économique au sein des retailers qui est absolument phénoménal. En tout cas, c'est un sujet stratégique pour les retailers au moment des négociations commerciales annuelles avec les grandes marques. C'est un sujet fondamental dans lequel, encore, à l'heure où je vous parle ici en France, c'est un petit peu cloisonné, c'est-à-dire qu'il y a bien un dispositif de négociation commerciale qui va échanger au niveau promotionnel avec les marques dans le plan d'action commercial, et de l'autre côté, il y a bien des équipes retail média. Mais tout ça va se fusionner. Pourquoi ? Parce que c'est un accélérateur et un créateur de valeur dans lequel il n'est pas possible qu'un retailer puisse faire l'économie en disant attends, là je t'ai vendu de l'espace et de l'audience dans un dispositif de retail média, mais attention, ma promotion commerciale c'est aussi de l'audience et c'est aussi du retail média. Et lorsqu'on va le pousser dans des logiques des inventaires digitaux avec des dispositifs de conseil qui peuvent être opérés, vous allez très vite vous rendre compte qu'on va avoir des outils et une techno qui sera capable de donner une audience cumulative entre la promotion commerciale et ce qui est négocié en retail média. Donc oui, ça va fusionner. Guillaume, ça serait quoi les perspectives pour le catalogue dans les prochaines années? Alors d'abord, je vais rejoindre aussi cette perception de regroupement. Nous, en tant qu'agence média, on discutait beaucoup avec les responsables médias, voire marketing au début, alors que maintenant, on est vachement challengé les équipes CRM, les équipes retail. On a aussi, depuis qu'on peut acheter sur Amazon, les régies des retailers ou un Criteo des équipes retail qui nous contactent. Donc on voit aussi cette perception et tout le monde qui veut travailler ensemble pour vendre plus sur leur site. Et on a la chance d'accompagner aussi des équipes, des annonceurs CPG, comme Nestlé par exemple. Et donc on voit tous ces ponts qui se créent. Après, dans l'avenir du catalogue, moi une nouvelle fois, je pense que le catalogue, c'est juste un levier, un moyen, un tuyau. C'est la promo, la finalité, et le drive to store et le business en finalité. Et donc, je pense que tout ce qu'on va voir aussi après sur le drive to store, ça va être le vrai sujet. La partie créative de comment je diffuse ma promo, comment je touche certaines audiences, parce que le digital va permettre d'en toucher, mais peut-être moins d'autres. Donc, je pense que la réponse n'est pas encore unique, et surtout, elle ne pourra jamais l'être, parce que entre les catalogues qui étaient nationaux, il y en a certains annonceurs qui ont un catalogue par point de vente sur des centaines de points de vente en France. Donc, il y a encore pas mal de sujets à trouver. Et on parlera de multilocal dans quelques instants. Raphaël, également un mot sur les perspectives. Alors, on a parlé pas mal de retail média. Pour le groupe Meta, qui est leader mondial sur les solutions de conversation avec WhatsApp, Messenger et puis aussi une brique dans Instagram, il y a aussi tout un sujet autour du commerce conversationnel. On a vu les prospectus de Carrefour dans WhatsApp et Messenger. Ça fait aussi partie des axes de développement pour votre groupe ? Absolument, c'est même perçu en interne comme un relais de croissance. Donc en gros, il y a un potentiel sur les messageries qui est énorme. Est-ce que la France est le pays le plus prêt pour ça? C'est pas sûr. C'est plutôt le Brésil et l'Inde qui sont. Brésil, Inde, Asie sont des pays qui sont phénoménaux. Vous n'allez pas dans un commerce au Brésil sans voir le logo WhatsApp quelque part pour renvoyer l'utilisateur vers une expérience connectée sur les messageries. Cependant, la digitalisation du prospectus sur WhatsApp a été importée du Brésil avec Carrefour en 2020, lorsqu'Adrexo et Mediapost ont arrêté la diffusion pendant 2 mois, pendant le Covid, et ça a continué derrière. Donc aujourd'hui, les gros acteurs alimentaires sont tous présents sur WhatsApp et parfois aussi Messenger sur la possibilité de consulter l'offre. Pour le moment, les parcours sont très simples. On donne un code postal, on situe le magasin le plus proche, du coup on a déjà le versionning du catalogue qui correspond à mon magasin préféré. Technologiquement, on peut déjà aller beaucoup plus loin. On peut déjà personnaliser vous avez lancé les paniers, par exemple, c'est déjà une évolution. On peut lancer les paniers, qui ont encore du mal à se connecter sur des vrais flux produits derrière, donc ce sont des choses qui sont un petit peu bricolées encore. On peut faire des choses beaucoup plus puissantes, mais ça dépend plus de l'annonceur que de Meta à fournir des solutions. Donc en gros, les solutions sont déjà là. Aujourd'hui, pour être très honnête, on a des enseignes qui disent c'est bon, on va dégager le PDF de WhatsApp, c'est totalement old school, je comprends pas. Ce qui est une version assez régulière de ce qu'on peut entendre sur le marché. Mais on a déjà des réponses, donc il suffit aussi de se mettre en ordre de marche, mais encore une fois, c'est 2 vitesses. Les flux, c'est des sujets qui prennent des mois. Donc en gros, et l'exemple de Carrefour sur les paniers, on l'a bien vu à Noël, c'était une belle expérience, mais il y avait 30 produits connectés derrière, alors qu'ils auraient pu connecter des milliers de produits. Puis il n'y avait pas le paiement.
Il n'y avait pas le paiement, et le paiement Pas on ne le verra encore. pas tout de suite, mais effectivement, il existe déjà dans certains pays. Donc oui, gros potentiel sur notamment ce sujet de la digitalisation de l'offre. Très bien, je vais demander à tous les trois un mot de conclusion très rapide. Rodolphe, la digitalisation des catalogues, c'est une version limitée, il faut voir au-delà, il faut voir performance commerciale, c'est ça? Je pense qu'on est maintenant dans un dispositif, comme le disait Raphaël, qui est inéluctable, on ne reviendra pas en arrière. Et donc, on est aussi engagé dans un dispositif très industrialisé. Ce qu'évoquait Raphaël, c'est que les solutions technologiques sont bien là, elles sont disponibles, et il faut fabriquer une expérience et un dispositif ultra personnalisé pour les clients, mais surtout ultra léger pour les distributeurs. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit hyper performant. C'est le cas du Brésil d'ailleurs. Hein. Au Brésil, quand on fait le lien entre l'expérience client et la douleur générée chez le client, chez le distributeur, c'est très faible. Ils sont capables, et on est dans le même défi ici en France, c'est faire des choses légères et performantes. Et Aristide Retail Tech sera là pour accompagner bien les sûr, retailers, évidemment. On est là toujours. Guillaume sera là également, ça serait quoi le mot de conclusion pour On est là. Savoir qu'on est dans le sprint final, parce qu'on parlait de 2025, même si c'est pas certain. C'est pas encore officialisé, voilà, la généralisation de WePub, mais on peut l'anticiper. On voit qu'il y a quand même beaucoup de signaux, et quand on voit les premières stats, il y a certaines régions où il y a 30% de WePub, d'autres à 10%. Il y a vraiment des sujets d'audience à travailler. Donc moi, je parlerais plutôt de l'audience et de bien vous faire accompagner, parce qu'on parle de digital, mais il y a même potentiellement d'autres solutions encore disponibles pour contrer le sans adresse. Donc ça va être un Big Bang, mais il y a déjà des solutions concrètes, voilà, et GroupM, technologiques, médias, et donc de bien s'entourer pour vous sortir de ce nuage de solutions et de régies qui promettent toutes de pouvoir répondre à ce sujet. Très bien. Raphaël, également un mot de conclusion. On le sent, hein, promotion locale, commerce conversationnel, retail média, même c'est un sujet bouillonnant en ce moment. Absolument. Retail média, on se penche beaucoup sur la question aussi, mais plus largement du coup sur le catalogue, je pense qu'il faut aller à son rythme, il ne faut pas vouloir aller trop vite. C'est une brique après l'autre. C'est pour ça que je parlais des 2 vitesses. C'est un sujet qui va nous occuper pendant longtemps, et si demain on veut faire quelque chose de trop vertueux, trop incroyable, en fait on va prendre des mois et des années, et puis ce qui va sortir au final, ça va pas être dingue non plus. Donc il faut y aller étape par étape, en fonction des audiences qu'il faut toucher. À la base, prospectus, c'est un média de masse, donc il faut frapper fort, il faut compenser, ce qui n'est pas forcément facile avec le digital. Et donc voilà, et pas oublier l'aspect créatif dans sa version industrielle et dans sa version un peu plus racontée pour l'enseigne. Merci en tout cas à tous les trois pour ces témoignages, on peut les applaudir. Merci à vous.